De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde qui nous expliquait justement la notion d'air qui bien évidemment a été inventée par les Africains et récupérée par les Européens. Totalement. Et donc, maintenant il s'agit de comprendre le mécanisme complexe que représente justement ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Donc, comme la Terre est une boule qui est dans l'espace et qui vacille comme une toupie au ralenti, le mieux c'est de voir justement le sujet que j'ai amené pour pouvoir comprendre parce que c'est un peu difficile à expliquer. C'est vrai que c'est assez technique, on part pour le troisième document. Autant voir la chose en animation, c'est plus intéressant. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Alors nous avons quitté, enfin nous quittons, toujours actuellement visiblement, nous quittons l'ère du Verseau pour rejoindre l'ère du Poisson, mais cette précession des équinoxes prend combien de temps en fait? Voilà, alors c'est ce que j'ai voulu vraiment expliquer dans le tome 2 de Cosmogénèse Kamite, parce que ce qui m'a interpellé, c'est l'importance capitale que nos ancêtres accordaient à ce phénomène stellaire pour tout. C'est-à-dire que même la capitale était déplacée de plusieurs centaines de milliers de kilomètres lorsqu'on changeait d'air. La représentation, la représentation de la divinité, c'est-à-dire de Dieu, changeait par rapport, en fait, à la constellation dans laquelle le Soleil se trouvait. Mais ce qui est très surprenant, c'est que les grands donneurs de leçons, que sont l'Occident et les autres, ont gardé la précession des équinoxes. C'est-à-dire personne n'y a touché, personne n'a modifié le schéma africain. Alors, l'enjeu, c'est véritablement d'avoir une explication de texte. C'est pour ça que j'ai amené donc, un dernier document, mais j'aimerais avoir le son pour pouvoir le commenter. Voilà. Est-ce que c'est possible de le montrer, mais que je puisse disposer du son? Image en off et voilà, pour pouvoir le commenter, parce que là, je pense qu'il faut voir les documents pour comprendre véritablement cette notion-là, ce que les ancêtres, en fait, ont découvert. Très bien. Est-ce qu'on peut rouler avec? Voilà. On est parti. On est parti. Donc, il faut savoir que nous voyons dans les documentaires des choses, on nous parle de veau d'or et compagnie, on n'a pas vraiment la possibilité de comprendre parce qu'il y a une notion essentielle, c'est la notion de couple cosmothéologique. Là, vous voyez une iconographie, vous avez le roi Scorpion. Nous sommes donc à l'ère du taureau. Et qu'est-ce que vous constatez? Il a une queue de taureau, juste derrière les reins, vous voyez, et en haut, vous avez un scorpion.
Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé, je dirais simplement, le roi scorpion. Mais cette image-là, voilà, cette image-là est très importante parce que regardez le ciel. À cette époque-là, l'ère du taureau, le soleil est dans taureau. Et quand vous tirez la droite solaire, vous êtes dans scorpion. D'où le fait que vous avez l'arrimage taureau-scorpion à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous étions les seuls civilisés à l'époque. Donc Dieu était représenté sous la forme du taureau, y compris son fils sur terre qui était le pharaon. Donc dans les temples, c'est pour ça que vous avez des représentations de Dieu sous la forme du taureau. Parce qu'il n'y avait pas d'autre peuple que les nègres à cette époque-là. Voilà les enjeux. Bon. Et ensuite, il y a la notion de triplicité. Regardez une chose, le scorpion va représenter l'eau et le taureau représente la terre. Mais oui, puisqu'il faisait un rite agraire. Et vous avez bien vu que, faisant le rite agraire, le scorpion était au-dessus du sol. Bon, maintenant on arrive à l'ère du bélier, qui est l'ère d'après. Qu'est-ce que vous constatez? Dieu apparaît sous la forme du bélier, donc Pharaon devient l'agneau de Dieu, et en face de lui, vous avez la balance. Qu'est-ce que vous constatez? Quand le soleil est dans bélier, vous tirez la droite, vous avez balance. Donc c'est la balance de la maths, la balance de la justice. Ce qu'on appelle le jugement des cœurs et compagnie. Et vous voyez, là, on a changé d'époque, on est en 2200. Voyez? Et donc là, à partir de ce moment-là, quand on regarde la triplicité, qu'est-ce que vous constatez? La balance représente l'air et le bélier représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente? Le feu, c'est l'air. Donc c'est là que vous avez les textes de la notion du souffle de Dieu, le souffle divin, l'esprit divin, sous la notion du souffle. Après, vous avez l'ère des poissons. Donc regardez, Oussiré est un habit de poisson, écaille de poisson, puisque le soleil est dans poisson, et son épouse qui est Asséta Maria, donc la sainte, mère de Dieu, elle est vierge, puisque quand vous tirez la droite, vous avez bien l'association poisson-vierge. Et les Occidentaux vont reprendre ça, mais comme la femme n'est pas l'égale de l'homme, donc cette femme va devenir la maman de leur égrégore. D'où le fait que vous avez Jésus poisson et Marie vierge. Mais on est toujours dans le même contexte. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Voilà, donc ça c'est important de le comprendre. Maintenant, à partir de ce moment-là, on commence à mieux comprendre ce qu'on appelle la notion de triplicité. Pourquoi? Parce que regardez une chose. Cette femme va représenter la terre et le poisson va représenter l'eau. Mais oui, puisque la déesse de la terre, c'est Déméter, c'est Isis, c'est Cérès. Ce sont toutes ces femmes-là. Et quand on arrive à l'ère d'Api, c'est-à-dire l'ère du Verseau, vous avez ce qu'on appelle l'ère de l'abondance. Et regardez ce qui se passe, qui est quand même assez extraordinaire. C'est que le soleil, maintenant, il se positionne en Verseau. Vous tirez la droite, vous avez Lion. Donc il y a une lionne, puisque c'est un féminin, puisque c'est des couples masculins-féminins. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement qu'à l'ère du Verseau, les injustices de l'ère du Poisson, les mensonges de l'ère du Poisson ne passeront plus. Parce qu'on est dans une ère d'harmonie. Donc tout simplement, la Terre se réorganise sur le plan des énergies. Vous voyez, le Verseau représente l'air et la Lionne représente le feu. Ah ben, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que quand vous prenez les textes de Sekhmet, donc la déesse Sekhmet dans les textes pharaoniques, elle représente le feu. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui colle parfaitement. Donc ce qui veut dire que là, en ce moment, si nous étions toujours souverains en Égypte, on serait en train de déplacer la capitale. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en réalité, il n'y a jamais eu de prophète. Il y a simplement eu en Afrique des gens qui ont fait un petit peu comme ce que j'ai fait. Moi, j'ai passé des mois avec un matelas dehors à observer le ciel. Au début, je n'y comprenais rien. Mais au bout de plusieurs mois, je me suis dit, mais c'est bizarre. On a l'impression qu'il y a un code dans le fonctionnement du ciel et que si je découvre le code, j'ai accès à un livre. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre le ciel sous la forme de messages codés, à essayer de comprendre quel était finalement le livre, c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire Cosmos Genève, j'ai découvert qu'en fait, en réalité, il y a eu des gens qui ont été doués d'une intelligence extraordinaire, c'est-à-dire qui ont été capables de voir qu'au départ, il y a eu une formation, je dirais, d'un projet sur le plan stellaire. Et ce projet formalisé a donné naissance au projet matériel. Mais que la source matricielle est toujours dans le ciel. Et c'est elle qui donne le là. Et finalement, c'est pour ça que vous avez des débuts de civilisation, des fins de civilisation qui correspondent aussi à des périodes de changement d'air. Donc on voit quoi? On voit que... Alors maintenant, vous allez comprendre une chose. L'affaire du veau d'or, du taureau d'or qui va donner vaudou, c'est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce que comme nous avons connu l'ère du taureau, les autres sont arrivés après à l'ère du bélier. Mais qu'est-ce que vous faites à l'ère du bélier? À l'ère du bélier, on se sépare des énergies de l'ère précédente. Vous voyez ce que je dis par là? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une affaire de veau d'or à l'ère du bélier, parce que l'équipe de football de Moïse et compagnie, on était à l'ère du bélier. Mais il faut se séparer des énergies du taureau. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous prenez la notion du sacrifice du premier-né, on va remplacer par un bélier. C'est-à-dire que le bélier prévaut sur la vie humaine. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc on reste collé
en fait, au message de l'Égypte antique, c'est-à-dire que le soleil étant un bélier, vous voyez, il a la primeur énergétique stellaire. Et le souverain maintenant, Pharaon, devient l'agneau de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous avez des textes sur l'esprit divin, le souffle divin, tous ces textes-là qui vont apparaître. Et on va mettre l'accent sur la dimension de la justice divine, avec la balance. Quand on bascule à l'ère du poisson, mais le poisson, Osiris était déjà poisson, et son épouse était déjà vierge. Et tout ce que dit donc Jésus dans la Bible, c'était déjà dit par Osiris. C'est-à-dire que vous imaginez que vous prenez la vie éternelle, il y a des centaines de milliards de représentations de la vie éternelle sur les temples, mais à l'extérieur, je ne parle pas à l'intérieur, à l'extérieur, c'est-à-dire vous passez devant, vous avez la croix de vie partout. Donc quand on vous dit que quelqu'un vient à nos seins la vie éternelle en zéro, mais c'est un gag, puisque tout le monde sait ça. La première représentation de la vie éternelle en Afrique, c'est 80 000 ans, en Afrique du Sud, sur un rocher. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est là où on voit que, en fait, c'est quoi? La géopolitique, ce qu'on appelle l'ego des peuples, prend le pas sur la notion d'équilibre cosmique. C'est-à-dire qu'on veut introduire sa dimension politique à un moment précis. Donc on va organiser un discours théologique pour justifier, je dirais, sa dimension politique. Et c'est là qu'on arrive à du grand n'importe quoi. Il faut quand même l'expliquer. Vous voyez le personnage historique, fantasmagorique, qu'on appelle Moïse. Bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé, ça il faut le savoir. Mais la façon dont la chose elle est présentée, c'est du grand n'importe quoi. On vous dit que quelqu'un a fait une école de sagesse. Et il sort de l'école de sagesse, il veut son hymne national, il veut son drapeau, il veut son territoire. Il n'a qu'à faire l'ENA. Parce que l'ENA, c'est là où on apprend à administrer des pays. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Tu ne fais pas une école de sagesse pour venir constituer. Il y a quelque chose qui est antinomique. Et comme les gens n'ont pas de système de réflexion et d'analyse critique de l'information, ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui a fait une école de sagesse, à peine sorti de l'école de sagesse, crée un conflit pour créer son État. Non, qu'il fasse l'ENA, qu'il fasse, je sais pas moi, Polytechnique. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, attends, tu ne peux pas faire une école de football pour jouer au basket. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Tu as fait une école de football, c'est pour jouer au football. Tu as fait une école de sagesse, c'est pour faire de la sagesse. Mais ce qui est extraordinaire quand même dans l'affaire, c'est que vous avez des gens qui vous disent que le veau d'or dans le désert, c'est un scandale, et Jéroboam, qui est le premier roi d'Israël, fait 2 veaux d'or. Et personne ne s'excite pour se dire, mais comment ça se fait qu'après leur histoire de dormir debout de veau d'or, le premier roi en fait 2 et tout le monde va en faire un paquet. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même garder lucidité, faire preuve d'analyse critique et d'élévation. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres disaient que pour tous les pays, le soleil se lève à l'est. Donc c'est une constante, c'est-à-dire que le constat est le même pour tous. Ils disaient que comme la lumière du soleil arrive, normalement, les yeux des hommes doivent être éclairés. C'est-à-dire comprendre qu'il y a un combat entre la matière et l'esprit, que la matière veut organiser, je dirais, son royaume, mais il y a quand même l'esprit qui a créé la matière. Donc il y a quand même, je dirais, un droit de soumission qu'a la matière vis-à-vis de l'esprit. Mais vous avez des peuples qui sont issus du nomadisme. C'est-à-dire qui se sont retrouvés confrontés à des peuples sédentaires. Chaque fois que vous avez un point de vue sur une civilisation sédentaire, c'est toujours négatif. Nimrod, le premier roi qui a défié Dieu. Enfin, c'est toujours très négatif parce que c'est en fait la convoitise qu'ils expriment à un moment où ils souhaitent se sédentariser. Et c'est là où la sédentarisation va toujours se faire à côté d'un peuple sédentaire. Donc, et qui étaient les peuples sédentaires dans l'Antiquité? C'était les peuples noirs, que ce soit en Arabie, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Europe. C'est là où il y avait les Noirs partout. Donc, ce qu'on appelle les Sémites, donc aussi bien les Juifs et les Arabes, mais ils ne cachent pas qu'ils étaient des nomades. Mais là où ils se sont fixés, à Canaan, les Cananéens étaient des sédentaires. Ce n'étaient pas des nomades. Et c'est eux qui étaient les nomades. Vous voyez, les Sabéens en Arabie, c'était des sédentaires. Et même chose pour les Indo-Européens. Quand vous prenez les Étrusques et autres, c'était des sédentaires. Donc vous voyez que les nomades se sont fixés là où il y avait déjà des sédentaires qui avaient un calendrier, qui avaient des fêtes, qui avaient une écriture, qui avaient tout ça, qui avaient une théologie et compagnie. Ils ont simplement repris à leur compte des choses qui nous présentent comme étant le fruit de leur réflexion ou de leur invention en cachant la documentation scientifique de l'histoire de l'humanité. Je pense que, vous voyez, les choses sont tellement carrées
avec l'ère du Verseau, on n'a même plus besoin de s'occuper de ce genre de choses parce que je vous dis que quand on regarde le déplacement du pôle nord magnétique et toutes ces choses-là, on comprend que la Terre ayant changé de fréquence, les injustices de l'ère du Poisson ne passeront pas à l'ère du Verseau. Merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde, d'être venu sur ce plateau ce soir pour qu'on parle effectivement de ce changement d'ère, puisque Totalement. nous passons donc de l'ère du poisson, de l'injustice, à l'ère du Verseau qui ne tolère pas l'injustice. Voilà. Selon vous, effectivement, ça explique beaucoup, enfin ça explique quasiment tous les phénomènes, toutes les mobilisations, Tout ce qui se passe toutes les aujourd'hui. manifestations qui ont cours aujourd'hui. Et que beaucoup ont déjà compris. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. On essaye, on tente de. Super, Pourquoi pas, merci sur un autre thème. encore. Les chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il y a Sireps Laguette qui nous dit « Bon, il y en a qui ne vont pas dormir ce soir. » Ça peut arriver. En tout cas, une bonne soirée à vous tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau cours d'anthropologie avec Nusere Kalala Omotunde. Il m'a bien fait rigoler celui-là. Une bonne soirée à vous.